On revient donc au débat avec le peintre Gérard Noiret et plutôt le poète Gérard Noiret et le peintre Jean-Louis Gerbaud. Je reviens à Jean-Louis Gerbaud, on parlait d'une actualité. Est-ce que les événements qui se passent ici et là peuvent vous inciter à faire des peintures? Ou bien vous vous déconnectez complètement de ces choses-là? Alors, je, je suis très concerné, comme tous les gens qui sont bouleversés par les catastrophes qui hantent le monde, la politique, voilà. Mais ça a été un tel débat, la peinture militante dans les années 68, ce qui évidemment a servi à alimenter aussi des polémiques du genre qui voulaient que la peinture soit morte, parce que justement, dans une incapacité de représenter un événement, on se faisait toujours pointer la peinture militante ou comment est-ce qu'on l'appelle politique des pays totalitaires. Enfin, il y avait et personnellement, moi, je n'ai jamais été entraîné sur ce terrain-là, hein. Bien que j'ai beaucoup analysé Delacroix au Louvre et qui est accroché sur le même mur que on est en train de m'échapper, un contemporain absolu où tous les deux ont parlé des malheurs de la Grèce. Hein, comment s'appelle-t-il ce peintre? Enfin, ce n'est pas grave. Ce que j'ai trouvé formidable, c'est qu'autant Harry Schaffer, qui est l'exact contemporain de Delacroix, a une peinture que je trouve faible picturalement, donc tombe dans des travers qui sont la mise en scène, une dramatisation qui surjoue le malheur du peuple grec, alors que chez Delacroix, qui a une justesse picturale, on est dans une très très grande justesse de l'expression des sentiments et de la violence de l'événement. Et ça reste un mystère pour moi total, ça. Il y a une éthique qui parle à un degré, en un lieu chez le peintre qui est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à repérer. Voilà. Et en ce moment, il y a une exposition à Paris, donc de l'œuvre de Van Gogh. Tout à l'heure, nous avions dit hors antenne un mot, et vous avez dit que vous avez beaucoup aimé, et surtout aussi le travail qu'accompagne Antonin Artaud. Oui, oui, oui. Je crois que Van Gogh a vraiment ouvert quelque chose, non seulement de l'ordre de la perception, mais d'une perception qui n'est plus seulement dirigée vers l'extérieur, c'est-à-dire d'un regard qui se projetterait dans le monde, dans l'espace, mais d'une perception qui plonge au fond de l'être. Il faut voir ce qu'il écrit sur le sens des couleurs, leur possibilité d'expression des sentiments, etc., etc. Et du coup, c'est vrai que quand je suis tombé sur ces phrases d'Artaud qui disent moi, Antonin Artaud, ai accompli ces invraisemblables travaux d'Hercule là où il n'y a pas de là. Et je pense que, au fond, ça donne une définition, comment dire, radicale du sens de l'art. C'est-à-dire que la peinture, elle doit exprimer quelque chose qui n'a jamais été enregistré dans les expériences précédentes et qui bouleverse le monde une fois pour toutes. Le monde ne sera plus le même après que Van Gogh ait peint. Et je trouve que cette phrase d'Artaud résume très bien. Lui-même a fait des dessins, a fait des peintures. Complètement, oui, absolument, qui sont dans un tel état de crise et qui témoignent d'une telle souffrance que je ne saurais pas en dire un mot. Moi, on est tous devant cette chose-là. Effectivement, on sent cette souffrance dans la peinture, à mon avis, des deux hommes, hein, Van Gogh aussi, n'est-ce pas? Même si c'est très beau. Tout à fait. Mais ils sont allés plonger, enfin je crois, je pense que c'est vrai que qu'est-ce que c'est que cette force qui est au-delà de ce qui est assignable intellectuellement, qui contraint un être... je sais pas, c'est Jean-Louis Barrault qui dit qu'il n'a fait qu'obéir, lui, au théâtre, par rapport au théâtre. Et disons que son obéissance a coûté à Van Gogh et à Artaud, mais au fond, c'est ça, c'est ce qu'ils ont identifié, quelque chose auquel ils se devaient de répondre, hein, et dans des termes qui leur ont coûté très cher, quoi. On dit toujours d'eux que ce sont deux êtres marginaux. C'est vrai? Par rapport à la société, je veux dire. Hein,
peut-être aux conventions de la société. Oui, moi je pense qu'ils ont été dans la marge, ils sont dans la marge, il faudrait réfléchir d'ailleurs, il y a un gros travail à faire sur ce que c'est que la marge, mais probablement qu'il y a une fatalité à être dans la marge quand on ouvre le monde là où il n'a jamais été ouvert. Hein. On est forcément dans l'inconnu. Et peut-être que la magie de l'art, en tout cas concernant Van Gogh, qui avait vécu presque misérablement, hein, aujourd'hui ses peintures sont les plus chères au monde. Oui. C'est incroyable. Comment est-ce que vous percevez cet état de fait D'abord, il faudrait démonter tous les malentendus. Je ne suis pas très pour, moi, que la peinture vaille des sommes astronomiques et tout ça. C'est bien que vous il y a le beaucoup disiez, de la spéculation, oui. voilà. Mais je ne sais pas très bien. Je trouve que c'est déjà une distorsion de l'œuvre de Vincent Van Gogh voilà, oui, on a entendu parler de ce banquier japonais qui avait voulu se faire enterrer avec une peinture d'iris, des magnifiques iris bleus. Oui. Qu'est-ce que voulez-vous dire? Moi, je trouve ça consternant. Je vous comprends. Gérard Noiret, il m'a semblé que vous vouliez dire quelque chose à propos justement de la peinture de Van Gogh. Il m'a juste semblé, hein. Peut-être que je me trompe. En fait, ce que j'ai à dire sur Van Gogh, c'est que ça fait partie des choses fortes de mon amitié avec Jean-Louis, parce que depuis qu'on se connaît, je crois que les discussions sur la peinture, et puis on a été dans des musées ensemble, en fait j'avais un minimum de culture picturale, mais je ne vois plus dans les tableaux la même chose qu'auparavant. C'est-à-dire qu'être avec un peintre qui a aussi sacrifié beaucoup de choses à la peinture, qui a une connaissance phénoménale de tous les peintres. Jean-Louis ne connaît pas simplement le nom des peintres et tout ça, c'est-à-dire qu'il sait que dans le carré de 10 cm en bas à gauche de tel tableau, il y a telle chose. Voilà, bah oui. Et ça, sur pas mal de tableaux du Louvre et d'autres musées. Voilà. Et donc, moi, j'aimais les tableaux comme ça, en passant devant, ça faisait un choc. Mais par exemple, j'avais une sorte d'histoire de la peinture avec au centre Picasso. Et par exemple, Matisse était en second plan. Ouais, Et depuis qu'on se connaît, je crois qu'au centre de ma vision de la peinture, il y a Matisse. Oui. Que Picasso me plaît toujours comme Picasso, mais n'est plus le centre des questionnements. Et du coup, ça remodifie aussi la place de Van Gogh. Donc, dans les rapports vivants entre deux personnes qui passent du temps sur un art, moi, j'ai eu la chance de bénéficier de ce type de rapport qui est aussi une révélation. C'est-à-dire ne pas voir. Et ça, c'est comme il y a, dans les années 84-85, j'ai fait du théâtre. Oui. C'est-à-dire quelqu'un m'avait dit « Oh, mais toi, tes textes... ils peuvent être joués. » Ah, ça va. Et je ne me suis pas contenté de ça, j'ai pris des cours de théâtre. J'ai pris 4-5 ans, je suis monté sur un plateau. Et pareil, c'était quelqu'un qui avait une manière de voir le théâtre assez extraordinaire. Et ça me suit toujours, mais je veux dire, au bout de 4 ans, je ne voyais plus la même chose que les autres personnes dans une scène. Eh bien, là, en peinture, je ne vois plus exactement les mêmes choses. Et ça va loin. On marche en Bourgogne avec Jean-Louis, et Jean-Louis, il voit un champ, il dit là-bas, il y a du, je sais pas, il y a du jaune. Et moi, je regarde, je ne vois pas de jaune, quoi. Mais je sais que si je marche un peu et que je traverse le champ, il y aura vraiment du jaune. Ouais. Donc, ce n'est pas simplement quelque chose d'intellectuel que je veux préciser, c'est que concrètement, à force de travailler avec la main et l'œil, le peintre développe des qualités qui font que le réel se présente autrement. Et non seulement le réel, mais les autres tableaux. Et vous alors, Jean-Louis Gerbaud, la poésie alors de votre ami Gérard Noiret, qu'est-ce qu'elle vous montre? Vous lui avez montré des choses. Écoutez, je ne sais pas s'il faut que je confesse quelque chose, mais je me méfierais beaucoup. Vous pouvez le faire. Oui, je me méfierais beaucoup de toute appréciation. Ceci dit, je sais à quel point on est susceptible, les écrivains, les peintres se trompaient au sujet de la poésie ou de leurs textes, et les écrivains vice-versa. Ce que je voudrais dire, c'est que
j'ai été vraiment bouleversé par un livre de Gérard Noiret où on peut dire que les arts plastiques, l'espace, sont arrivés par une entrée que je ne soupçonnais pas. Hein. C'est quel livre? La Dame à la glycine, Le polyptyque. On dira un mot tout à l'heure. Le polyptyque de la Dame à la glycine. Publié aux Actes Sud en l'an 2000. Oui. Voilà, mais si je peux dire un mot? Bien sûr. Voilà, bon, parce que c'est... Et je dois dire que je suis rentré dans ce texte que j'ai trouvé somptueux, hein, alors voilà, je vais arrêter mes mots parce que... Non, n'arrêtez pas, continuez. Écoutez, au contraire, vous, il a dit des choses sur votre peinture, c'est Oui, à votre oui. tour. Il y a une émotion là, tout simplement, une humanité, vous voyez, on ne va pas Oui, jouer, oui. mais qui est absolument bouleversante. Et il se trouve qu'à cette époque-là, ce texte m'a particulièrement sauté au visage. Et c'est que j'étais très souvent à Madrid pour des raisons de famille, et je visitais très souvent la Ermita San Antonio de la Florida, peinte par Goya. Oui. Et Goya, dans cette préoccupé par-dessus tout de l'unité de son travail de fresquiste, s'est servi de façon très curieuse de l'architecture de cette chapelle en gardant les lignes de force intactes et dans un blanc cassé magnifique. Et il a fait comme si toutes les parties qui remplissaient ces lignes de force, les voûtes, les tambours, sauf la coupole évidemment qu'il a peint, mais il y avait une relation entre la peinture de Goya et l'architecture qui me semblait extraordinaire, et j'ai été complètement ébloui, sidéré de voir que cette question d'architecture organisait de façon effective ce livre magnifique de Gérard. C'est voilà. Extraordinaire, voilà. Hein, c'est toute la force de la poésie. Et je reviens donc à Gérard Noiret. Vous avez publié en 1982 Le pain aux alouettes. Alors, c'est quoi ce livre? Ben, d'abord, quand j'étais adolescent, le monde était bien différent. Il y avait le monde communiste, c'était vraiment... Et dans le monde, on va dire, très à gauche, dans lequel je vivais, il y avait une collection qui, pour moi, représentait tout, qui s'appelait La Petite Sirène, qui était une collection faite par Aragon. Et d'autres rêvaient d'être chez Gallimard, moi je rêvais d'être là. Et voilà, c'était ça. Bon. Mais avec ce monde particulier dont je viens de parler, j'avais des désaccords importants. Hein. Moi je suis né à une époque où les crimes staliniens, c'était une évidence. Oui. Pour mes parents, on n'avait pas le droit de le dire. Mais, oui. Mais moi, Oui. Alors, tout ça... Albert Camus les a dénoncés en son temps, et ça a été mal pris par Mais par ses exemple, amis. voilà, on va dire que du côté des gens où j'étais, c'était plutôt côté Sartre, accusant Camus d'eux. Oui. Mais il y avait chez ces gens comment dire, un prestige. Enfin, ces gens, ils avaient quand même, sur des choses françaises, fait des grandes choses, et ils avaient été complètement aveugles à des crimes, quoi. Hein. Oui. Bon, bref. Et il y avait cette collection qui voulait dire tout ça. Être là-dedans, ça voulait dire pour moi... Je prenais ma place là avec mes critiques et mes soutiens. Voilà. Et j'ai écrit, puis rien n'allait, et ma vie a fait que je suis devenu animateur. Je me suis occupé d'enfants, et je devais être maire, conseiller général. J'étais engagé dans ces choses-là. Jusqu'au jour où non. C'est-à-dire que les contradictions étaient insupportables, ça s'est disputé. Voilà. Et ça a été une brisure énorme dans ma vie. Et en fait, c'est sorti autrement. Et le langage n'était plus exactement le même. Et là, pour la première fois, quand j'ai vu ce qui sortait, je me suis dit, ça va être publié. J'avais 30 ans. Et j'ai publié, par chance, un certain nombre de poèmes. Mais tout a été extrêmement vite. Oui. À partir du moment où j'ai eu ces premiers poèmes, les publications, j'ai été engagé dans des grands journaux et tout ça, tout s'est fait en 6 mois, quoi. Hein. Et un jour, le directeur de la collection dont je vous ai parlé m'a téléphoné en disant « J'ai vu des poèmes de vous dans une revue, je vous publie, je vous donne un livre si vous me l'apportez pour ce soir. » Et donc, c'était « Oh merde. » Donc, j'avais pas de manuscrit construit, j'ai rassemblé ces poèmes et j'avais pas de titre. Et ce qui m'est venu, c'est Le pain aux alouettes. Et pourquoi le pain aux alouettes alors, sur le coup, je n'ai pas bien compris. Et en fait, je me suis souvenu que quand j'étais tout gosse, mon père allait à l'usine
Et les jours où il y avait beaucoup de pollution, il y avait une senteur un peu chimique qui descendait. Et mon père, ce jour-là, apportait du pain et m'expliquait, eh bien, près des usines, il y a un petit peuple qu'on appelle le peuple des alouettes. Donc je vais laisser le pain et eux, ils vont me donner du pain aux alouettes qui est presque le même, mais qui n'a pas le même goût. Et si j'avais été sage, il fallait que j'aille faire les courses, que tout ça, oui. mes devoirs. Si j'avais été sage, j'avais le droit au pain aux alouettes. En fait, c'était les croûtons, quoi. Et je ne sais pas pourquoi, petit temps, il me vient à l'esprit d'appeler ça le pain aux alouettes. Et deuxième temps, c'est de me dire, de comprendre que moi qui me moquais un peu de mon père, qui avait été un militant de base, qui n'avait pas bien compris, enfin comme on est à 20 ans ou à 30 ans, il n'avait rien compris. D'un seul coup, je me suis aperçu qu'il m'avait roulé comme c'était pas possible et que j'y avais toujours cru à ces alouettes. Et je me suis dit, mais ça ressemble un peu à la poésie aussi. Ça pourrait être ça, une définition. C'est une forme de poésie, tout à fait. Voilà, et le titre n'a pas de rapport direct avec les poèmes, mais il a de rapport direct avec toute la démarche d'ensemble. Et vous avez écrit par la suite Le commun des mortels. C'est toujours chez Actes Sud, 1990. C'est un autre texte. Oui, alors ça, c'est dans ce que j'ai appelé ma fresque, là. J'ai pendant plus que ça, donc j'ai été directeur de service jeunesse et enfance en région parisienne, ce qui était un métier, à la fois confortable, parce que comme quand on a un métier, qu'on a un salaire et tout ça, c'est pas nous qui sommes à plaindre, mais dans le même temps, tous les jours, je recevais les jeunes victimes du chômage, du racisme, tous les jours, pendant 10 ans. Et avec tout ce que ça engendre. C'est-à-dire, par exemple, je donnais les cartes oranges et les jeunes me disaient ouais, tu sais, Gérard, t'es sympa, mais on te ment. Oui. Parce qu'on sait que tu peux en donner 3 et qu'on va être 10 à demander la carte orange. Ouais. Donc, il y avait plein de contradictions et tout ça. Et de ces 8 ou 10 années, sont sortis quelques portraits, les textes où je suis où je dis mon désarroi. Ouais, parce que, par exemple, vous êtes dans une commission qui attribue les logements. Alors, à qui vous attribuez les logements? Le couple qui a 4 enfants, le jeune homme seul mais qui a le sida. Là, ouais. Ouais, toutes vos positions sont toujours fausses. Ouais. Hein, mais il faut le faire. Et donc, le commun des mortels, c'était ça. Et alors, ce que je dois dire, c'est que le soir, j'étais avec des grands éditeurs. Je travaillais à la Quinzaine littéraire. Ouais, et c'était un mélange de mondes difficile à concilier. Et le commun des mortels, c'est le résultat de cette contradiction. Oui. Et vous alors, Jean-Louis Gerbaud, quand vous faites des expositions, comment ça se passe en général? Vous êtes un peu dans l'émotion, vous êtes un peu dans le tract parfois, avant les expos? Écoutez, voilà, non. Le tract, je l'ai beaucoup plus en montant à l'atelier qu'au moment. Vous savez, on a approché le projet d'exposition avec une galerie, on a bien travaillé sur l'accrochage pour que... Et finalement, on peut, dans des bonnes conditions, on peut avoir vraiment le sentiment que tout ce qui avait été possible et qui relevait de notre clairvoyance a été fait. Et il ne se joue pas au fond, parce que l'atelier, c'est vraiment l'endroit où il faut démonter à ce moment, démonter tout ce qui distordrait la nécessité que l'on a d'attaquer les choses comme on voudrait le faire, Et quand vous faites l'expo, il y a le public qui arrive. Est-ce que parfois des gens viennent, ils vous racontent votre peinture? Est-ce qu'ils me racontent ma peinture? Oui. Oui. Ça peut arriver. Ça peut arriver, vous savez... Est-ce que parfois, par exemple, ils vous disent des choses auxquelles vous n'avez pas pensé en exécutant la toile? Ah oui, dernièrement, je recevais les amis qui sont responsables du Centre d'art de Valenciennes, l'Âge du Siège, et je leur ai montré les dernières peintures qui sont des peintures où j'ai changé de technique, je travaille à l'huile sur des surfaces transparentes, j'étais vraiment pas dans un désarroi avec je ne sais pas quoi en penser de ce travail. Je suis dans le travail. Et ils ont semblé heureusement surpris, contents de rencontrer ces peintures.
Et ils m'ont parlé par exemple, ce qui leur semblait infiniment plus sensuel dans ces quelques peintures, il y en a 3 ou 4, hein, c'est rien, que j'ai attaqué à l'huile, plutôt qu'à la gomme laque, qui est un vernis dont je me servais précédemment. Voilà. Et le fait que tout à coup, il y ait quelque chose de l'ordre de la sensualité qui leur saute aux yeux, alors que moi, je prenais ça pour une approximation un peu indécise, hein, voilà, ça m'a beaucoup frappé. Ben voilà, mais ils m'ont ouvert les yeux et j'étais très content de leur visite, évidemment, hein, parce que je n'en savais pas autant. D'accord. Et vous, Gérard Noiret, on continue avec les titres de vos livres. Vous avez publié donc chez Maurice Nadeau, Tag. Et un autre titre, Toutes voix confondues, je crois, n'est-ce pas? Ah, oui. Donc c'était en même temps, vous étiez à la quinzaine littéraire et donc vous avez publié en même temps chez Maurice Nadeau, paix à son âme. J'ai eu la chance, parce que ça a été mon ami pendant 1980, 2014, enfin ça c'était un ami. Et c'était un homme extrêmement chaleureux, attentif et timide alors qu'il avait publié. C'était incroyable comme cet homme était en retrait. Oui. Ouais. Et une fois, je venais de subir, c'est bien le mot, la mort d'André Fresneau et je me suis dit, j'étais dans un complet désarroi et je me suis dit, mais je vais avoir connu le plus grand éditeur et je ne lui ai jamais rien envoyé. Il m'a toujours soutenu, il m'a toujours jamais tenté. Et je lui ai envoyé un livre. Et puis la chance, c'est que ça. Vous ça lui avez envoyé par la poste, mais vous je le lui ai voyez. envoyé, ouais. J'ai pas osé. C'est vrai. Vous n'aviez pas osé le lui donner en main propre. C'était comme ça pour moi, mais ouais, vous avez raison, c'est bizarre. J'ai pas osé. Et il m'a rien dit sur le coup. Donc j'étais un peu vexé. Mais après la fin du comité, au moment où je sortais, il m'a pris la main et il m'a parlé longuement de mes poèmes. Je crois que c'est quelque chose. Voilà, c'est quelque chose. Oui, c'est une belle histoire. Et alors, ces deux textes, qu'est-ce qu'ils racontent l'un et l'autre? Tag, c'est des poèmes qui ont à voir avec des expériences, comme on va dire, dans cette banlieue, mais qui sont aussi. Il y avait des poèmes dans lesquels j'avais, à ma manière, qui est un peu celle de Chatila, protesté contre la première guerre d'Irak. Oui. Il y avait des poèmes comme ça où il y avait. Vous savez, en France, longtemps, il y avait des. On trouvait dans les trains. Place réservée aux mutilés de guerre. Oui. Et j'avais montré que ça voulait presque plus rien dire en France, mais quand un pays agressait un autre pays, il fallait des places pour les mutilés de guerre, toujours. Alors, je sais qu'il y avait des poèmes comme ça. Et en fait, c'était des poèmes qui étaient faits pour des comédiens. J'avais inventé une manière d'écrire, avec des majuscules un peu particulières, tout ça, qui étaient des signaux pour les comédiens. Et voilà. Et le deuxième, c'était la fin de ma fresque, donc elle n'est pas finie, mais j'ai publié la fin avant de la finir, et c'était comme si tout un tas de peuples, après l'histoire, reprenaient la parole. Et donc c'était leur voix, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais du coup, ça m'a libéré parce que ça pouvait être des voix de femmes, d'hommes, de victimes, de bourreaux, mais ça laissait passer en moi. On n'est jamais aussi propre et douillet qu'on croit, et qu'il y a toujours des pulsions. Et il y avait, encore une fois, chez moi, la volonté de dire autre chose que ce que j'avais déjà dit. Et donc, il fallait que je me serve d'appui à l'intérieur de moi, que j'avais censuré jusque-là, puisque ma pensée politique, y compris, je n'ai pas d'estime particulière pour les bourreaux, mais peut-être que j'ai été chercher des choses là où on peut le devenir. Oui, et pour le travail à la quinzaine littéraire, qu'est-ce que vous faisiez? Comment se passaient les articles? Comment vous les écriviez? En fait, le travail en groupe, c'était comment? Je me suis jamais senti un critique avec le côté regarder de haut les auteurs. Je reste un petit militant et je suis resté celui qui se bat pour que certaines choses existent. Et par exemple, ça m'a amené à presque jamais défendre des livres d'auteurs consacrés. Oui. Ça m'a coûté ça, parce que Char, il m'aurait écrit. C'était votre choix quand même, non? Mais c'est une éthique, c'est-à-dire que je me battais, je sais bien que pour un jeune poète,
ou une jeune poétesse, un article dans la quinzaine, c'est pas rien et que ça garantit peut-être un prochain livre. Et je me suis dit, il faut parler peu, parce que sans ça, on a une voie d'évaluer. Et il ne faut pas simplement pour le faire pour les gens déjà reconnus, parce que bien sûr, je vous dis, Char, parce que ça s'est posé, je me disais, un grand article sur Char, j'ai une lettre de Char, quoi. Oui. Et dans le même temps, je savais que je l'aurais fait un peu pour ça, parce que Char vieillissant, ce n'était pas le Char des années 50. Et donc la quinzaine, ça a été vraiment pour moi un lieu de combat. Pas attaquer les autres, je ne suis pas un procureur, mais je me suis vraiment consacré à un genre fragile et à des écrivains encore plus fragiles dans ce genre fragile. Et vous, monsieur Jean-Louis Gerbaud, la critique, quand elle vient regarder vos tableaux hein, et qu'elle écrit des choses, des fois ça vous blesse qu'on dise un peu des choses qui ne vous plaisent pas? Écoutez, il y a souvent des malentendus. J'ai sûrement eu tort de ne pas m'intéresser. Il n'y a jamais eu tant de critiques que ça sur mon travail, mais il y en a eu. Et voilà, je n'en ai pas fait, disons, je ne m'y suis pas tellement arrêté. Hein. C'est pas par une sorte de, enfin, je sais pas, de supériorité ou quoi que ce soit, mais, Oui. en plus de ça, il y a trop une insistance voilà, au cœur du travail qui fait que il y a des généralités qui font qu'on dissout plutôt Oui. le propos, voilà, qu'on le concentre. Voilà. D'accord. Malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. Peut-être qu'on a oublié quelque chose. Je commence par vous, monsieur Jean-Louis Gerbaud. Oui. Ou bien un dernier mot, je ne sais pas. Oui, oui, oui. J'ai cru que vous alliez me poser une question, mais... Ah ben, c'en est une question. C'en est Je une vous dis, question. bon, un dernier mot. Un Peut-être qu'on a dernier oublié mot. quelque chose. Voilà, dans tout le travail auquel je me consacre en ce moment, il y a un grand attachement au fait de reconnaître, autant que faire se peut, ce qui est de l'ordre, dans la peinture, d'être un moyen de connaissance. Voilà. Et un moyen de connaissance, mais qui nous éclaire sur le monde et l'espace dans lequel on vit. Alors, pas de façon, évidemment, comme le ferait la physique, mais voilà, je pense que la Renaissance a beaucoup éclairé et a permis de construire un regard en Europe, et puis sans doute ailleurs, et la même chose, tout ce qui évolue dans la couleur, la lumière, voilà, fait qu'il y a une sorte de construction du regard qui est effective. Très bien, ben, je vous dis merci d'être venu dans le graffiti et bonne continuation. À votre tour, Gérard Noiret, peut-être qu'on a oublié quelque chose. Non, oublier non, mais peut-être dire quelque chose un tout Oui. petit peu différent. Voilà, je sais que on va parler des élections européennes bientôt, un peu partout, comme ils font à chaque fois. Et je dois vous dire que le poète en moi, même si ça n'a pas de rapport direct avec mes poèmes, Oui. je crois que ce que je défends pour moi, c'est quelque chose comme mondialiste. Alors pas à la manière des Américains ou autres, c'est-à-dire, mais je pense que des nations doivent exister dans lesquelles il se passe des choses concrètes et que le retard considérable planétaire qu'on a de n'avoir laissé le gouvernement du monde qu'aux riches, et là je viens de faire un certain nombre de voyages, les Indes, les Oui. États-Unis, tout ça, je suis très inquiet. Et vraiment, je pense que les intellectuels doivent participer, dans l'utopie peut-être, puisque personne n'en prend acte, mais à la constitution de cette pensée mondialiste avec d'autres maisons des Nations Unies et autres, mais qu'on mette un petit peu d'ordre dans toute cette folie qui fait qu'on laisse mourir des millions de gens. Eh bien, merci pour ce très beau message humaniste et plein d'espoir. Je vous dis aussi merci d'être venu et bonne continuation. Vous aussi, mes amis, je vous dis merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.